Vous avez l'air de bonne humeur. Mais non, on est triste, les gens. Trump a gagné. Oui, moi je vais pleurer là. On va pleurer. Oh, le voilà, le moustachu, le plus célèbre. Cassandre Le Goth, il est en train de s'installer, les gens. Est-ce qu'on regarderait pas vite fait ça? C'est 2 minutes. 2h30 du matin en Floride. Ouais. Donald Trump, Ah non, c'est pas ça. accompagné de sa famille En et Floride, de son oui. équipe de campagne, apparaît sur la scène de son QG de West Palm Beach. Ouais, bah oui. Le dépouillement n'est pas encore terminé, mais On est en 2016 ou... Ça fait trop baver. D'accord, que... On revit pas un truc qu'on avait Bah, vécu il y a un non, petit mais moment. c'est pire parce qu'en 2016, Clinton, elle avait gagné le vote populaire, mais elle avait pas eu les États, enfin les super électeurs là. Et là, cette fois-ci, tout Trump, gagné. il a gagné le vote Il a populaire. tout là. raflé, C'est la quoi. première fois, je crois que. Enfin, Pour les en fait, points c'est hyper républicains, rare je que crois les c'est la- républicains ils Non, gagnent il y a le eu vote populaire. Bush peut-être, non? Il y a eu Bush, ouais. Il y a eu Bush aussi, mais bon, en tout cas, Mais c'est très rare. si- quoi. le candidat républicain à la Maison-Blanche est à ce moment-là déjà certain de l'avoir emporté. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'être élu votre 47e président. Je me battrai pour vous, pour votre famille et votre avenir. Ce sera véritablement l'âge d'or de l'Amérique. C'est ce qu'il nous faut. C'est une magnifique victoire pour le peuple américain qui nous permettra de rendre sa grandeur à l'Amérique. Ouais. Oh, ça me fait déprimer. C'est douloureux physiquement à regarder. Après, c'est tellement les États-Unis. Tu vois, j'ai le même avis que 2016. Bah oui. où C'est tellement le président qui représente, tu sais, les États-Unis sans leur masque. Oui, Tu vois, oui, oui. je trouve qu'Obama ou d'autres présidents Et avaient rappelle un côté que masque. les démocrates étaient à un tel niveau de déni que Cassandre a vu des TikTok où ils ont dit Trump va perdre, il se met trop de fond de teint. Mais non, mais c'était. Oh. Rappelle, non mais je tiens à rappeler ça quand même. Ah oui. Que votre théorie c'était ça. Quand Oh là même. là. Mais vous prenez trop au sérieux ce qui se dit sur Internet. Je sais pas, hier on jouait à Call of, j'ai dit à Cassandre, j'ai dit, on est d'accord que Trump il va gagner, là c'est chaud. Cassandre, ah non, je sais pas dit, on ne sait pas. J'ai vu plein de contenus qui disaient que Kamala Harris pourrait s'en sortir. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que je ne suis pas bon en prévision électorale puisque je suis incapable d'être neutre. Genre Au moins, il est je mélange- sincère. En fait, Attends. je mélange trop mes affects à mes prédictions en fait. Genre, Attends, mais c'est le c'est premier Et c'est pour gauchiste. ça que j'aime pas faire de la. C'est de le la premier prédiction. gauchiste à le reconnaître. Au moins, il est vraiment Après sincère. combien il de a- défaites de la gauche aussi. Oui, c'est ça. Combien de défaites il a vu. Non mais c'est pour ça même sur mes streams etc. J'aime pas faire de la prédiction. Quoi. Alors après, c'est vrai que vous savez, les gens que je l'ai déjà vu s'énerver sur les gens qui font des plans sur la comète dans des cadres d'élection. Ça le En hard mode, trigger. vous allez le Ça regretter. l'énerve. quoi. Mar-a-Lago, non loin de la résidence de leur champion, les partisans de Donald Trump semblent aussi déjà respirer le parfum de la victoire, comme celui de la Mais tu vois, quand tu vois les drapeaux et l'esthétique, enfin désolé, mais. revanche face à un camp démocrate accusé d'avoir volé la précédente présidentielle. On ne peut pas le Il a tellement le visage de ce que sont réellement les États-Unis, Trump, tu vois. Ah, il a tellement la gueule de l'emploi. Non mais tu sais que Et les États-Unis sont aussi repoussants que ça. Et leur ultra-libéralisme, leur ultra-capitalisme. Bon, Trump, c'est en plus l'incarnation vraiment hyper droitière de tout ça. En fait, tu vois ce gars orange, multimilliardaire, accusé de viol, qui a fait un coup d'État, qui a fait du mensonge, une révolution en termes de communication politique, qui permet à l'extrême droite aujourd'hui de puiser dans toute l'extrême droite du monde, notamment l'européenne, mais pas que, de puiser une source infinie de nouvelles manières de communiquer, de faire de la politique. Tu vois sa vieille tronche, tu comprends tout. Quelque part, au moins, il n'y a pas de mensonge là. Mais tu sais que j'ai vu même passer sur Twitter des Trumpistes qui disaient bon ben maintenant que Trump est réélu, est-ce qu'on peut parler du fait que ça prouve encore plus que les démocrates avaient volé l'élection la dernière fois parce que le vrai peuple aurait toujours voté Trump, tu vois. Ah bah oui, Genre, après c'est vraiment, normal, genre, c'est l'argument aussi. Après, la faute démocrate, il n'a pas vraiment gagné l'élection, puisque finalement ce serait au nombre de voix. Et bah ça aurait été, Trump aurait perdu. Tu te rappelles, il y avait ça en 2016. Ah oui, avec Clinton, oui, de fou. oui, Il doit bien le regretter aujourd'hui. Bah oui, mais après, De après. toute façon, il aurait gagné quoi qu'il arrive, Trump. Là, il a vraiment gagné. Ah oui, il a là, tout gagné, là. sa victoire Et je crois le est Sénat aussi. un truc comme ça. et tu peux pas aller contre, mais du coup là il va rafler le Congrès, il va tout rafler là. Genre là il est Bah, là, en il fait, est- et là, c'est il- ça là, il est en qui- position de grâce, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut, on est d'accord. Bah, première chose, je pense qu'on peut dire, tu me dis si je me Ouais. trompe, Cassandre, mais que la diff entre 2016 et aujourd'hui, ce qui fait que c'est inquiétant, c'est qu'en 2016, il arrive, il sait pas forcément comment ça se passe. Il est entouré de fonctionnaires républicains qui lui font pas une confiance absolue. Bon, c'est pas tous les républicains qui font une confiance,
mais depuis, il a trouvé des loyaux. Il est entouré de gens loyaux. Ou alors, il a fait appris à les émerger virer, ses propres cadres. à les changer, parce qu'il change aussi en permanence dès que quelqu'un lui plaît plus. Et aussi, il a la Cour suprême. Il a mis que des droitards à la Cour suprême. Il a mis tous les droitards à la Cour suprême parce qu'en gros, les juges de la Cour suprême, ils sont nommés à vie. Et du coup, il a eu plein de gens qui arrivaient au bout de leur truc. Bref, bon, c'est aussi la faute d'Obama qui aurait pu les nommer avant. Bref. Et là, il y a 2 juges qui sont plutôt démocrates, même s'il y en a un qui est un immense fils de pute, mais bref. Il y en a un qui est quasiment en fin de vie et l'autre qui a un diabète ultra vénère, etc. Et du coup, là, ils sont en mode putain, on va se retrouver avec 7 juges sur 9 de la Cour suprême qui vont être nommés par Trump. Tu vois. Il n'y a que des vieux coulants. Le pays est sachant que c'est par la Cour suprême que globalement, tous les trucs sous Biden, tous les trucs un peu trumpistes qui sont passés, genre l'avortement, le fait de retirer le pouvoir aux agences de régulation, etc., ça a été fait par la Cour suprême. Quoi. Et puis ce qui est flippant aussi, c'est que du coup, il arrive avec un discours de vengeance. Alors, est-ce que lui, il va arriver, tu vois, forcément vouloir se venger? Peut-être pas. Mais en tout cas, il a même fanatisé son électorat. Et ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que, déjà, il a lancé un coup d'État. Il va d'ailleurs probablement gagner l'immunité à ce moment-là. Et il n'aura jamais de problème. Encore un enjeu de la Cour suprême, une décision de la Cour suprême qui a dit que globalement, le président était immune pour tout ce qu'il faisait. Quoi. Oui. Donc ça, c'est déjà un truc que la Cour suprême a décidé pour lui en prévision. Quoi. Donc coup d'État... Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le fameux projet 2025, je pense que ça, Cassandre, t'auras sûrement des données. Ouais. Mais qu'il y a un truc, alors que lui, du coup, pendant la campagne, il a fait genre... Il a dit non, c'est pas mon programme. C'est pas mon truc, alors qu'il mange avec les gens qui écrivent ce truc tous les jours depuis 5 ans. Il prend l'avion avec eux et qui pense avec eux et que c'est des Trumpistes quasiment tous et toutes. Mais il y a un fameux projet de comment réformer les institutions américaines pour les rendre les plus autoritaires possibles. Et je pense que vous l'avez vu passer. Nous-mêmes, on avait regardé, je crois, dans un vu, une de ces déclarations choc. Bon, il fait que ça, des déclarations choc, mais en mode « Vous n'aurez plus à voter si je gagne les élections américaines », ce qui fait, pour beaucoup de gens, basculer Trump dans le fascisme pur et dur, c'est-à-dire remettre en cause les institutions démocratiques, dire qu'elles sont corrompues. Là, est-ce que c'est réaliste de dire qu'il va essayer de devenir président jusqu'à la fin de ses jours et de créer une dynastie? C'est quoi? Quel cadre il met dans le truc de la fin du vote? C'est quoi? Dans quel cadre il peut créer ça concrètement? Déjà, le truc en fait de la Cour suprême d'enlever aux agences de régulation le pouvoir d'interpréter la loi, c'était déjà un truc ultra vénère qui faisait que, en gros, concrètement, c'est les juges qui prennent un immense pouvoir dans les décisions politiques, quoi. C'est plus les agences de régulation. Et en gros, il peut utiliser un petit peu ce truc-là de un peu gouvernement des juges, un peu un truc de qu'en fait une grosse partie finalement des décisions politiques soient prises par la branche judiciaire, parce qu'il avait déjà fait des trucs pour, en gros, dans son projet 2025, il y a des trucs notamment qui remettent en question la séparation des pouvoirs justement entre l'exécutif et le judiciaire. Donc en gros, changer le pays de façon à ce que ce soit encore plus un gouvernement des magistrats, des juges, etc. et que le président ait un plus grand contrôle sur les magistrats et les juges. Ouais, mais ça remet pas en cause le non, fait mais il y a président... quand même des verrous démocratiques. Bien sûr. Va avoir des défis, c'est pas fait, mais c'est quand même terrifiant parce que il y a une volonté, en tout cas, de renforcer son pouvoir autoritaire, sachant qu'il a déjà une manière autoritaire de gouverner. Et les enjeux, en plus, là, qui font flipper tout le monde, c'est qu'évidemment, il y a la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, l'inflation qui est passée par là, la crise du Covid qui a d'ailleurs rendu fou plein de gens aux États-Unis sur la question du soin, les inégalités qui sont déjà creusées pendant son mandat. D'autant qu'avec le Covid, Biden a payé la sortie de crise Covid, étrangement. Parce qu'en gros, pendant la crise Covid, il y a plein de gens qui avaient été qui a été un gros échec de Trump. Qui a été un immense échec de Trump, mais il y a plein de gens qui ont été ajoutés au système Medicaid, donc qui est un peu le filet de sécurité sociale le plus basique, tu vois. Et en fait, sous Biden, comme Biden a décrété l'urgence Covid finie, en fait, sous Biden, il y a eu la plus grande radiation de gens de Medicaid, parce que la crise Covid était finie, du coup, les gens, ils ont perdu leurs primes, ils ont perdu leurs trucs, etc. Tu vois. Donc, en fait, même les gens associent à Biden le fait de ne plus avoir eu de couverture sociale. Après, donc, c'est après alors que, à cause de lui, de ne pas avoir dit, ceux qui ont eu la couverture sociale pendant le Covid la gardent, en fait. Ça, c'est une décision de gauche. Oui. Tu vois, c'est de dire, du coup, tous ceux qui l'ont eu, vous serez pas radiés, même à la fin de l'urgence Covid, et basta. Oui. Genre, c'est tout. Genre, bref, en fait, on en revient à ça, parce que moi, j'ai vu aussi sur Twitter beaucoup de gens qui donnent les raisons de la victoire de Trump. Alors, tu vois, beaucoup de les tweets en mode Trump n'a pas gagné, c'est les démocrates qui ont perdu. Les gens en mode ils avaient qu'à être pro-palestiniens, ils auraient gagné l'élection.
beaucoup des trucs machin, etc. Est-ce que qu'est-ce qui fait que Trump il a gagné de manière aussi large? Est-ce qu'on a réellement une explication valable ou c'est plus compliqué que ça? Bah, il y a déjà tout bêtement un effet d'alternance. C'est que généralement, quand les gens ils votent, ils ont plus tendance, après une élection, à voter pour la personne du camp d'en face, ce qui permet aux républicains de plus facilement voter pour lui. Il y a aussi un autre effet. Alors, pour pas, comment dire, il y a des raisons aussi de la campagne de Harris qui a été totalement désastreuse, pas sur la question. Et celle de Biden avant, c'est parce qu'on oublie maintenant, mais... Bah oui. Non, Biden, parce que Biden, il avait un programme où tu avais des mesures, genre dans son programme, il y avait l'annulation des dettes, de la dette étudiante, tu vois, Ouais. et dont il a annulé une petite partie. Donc il y avait quand même un truc de Biden où tu avais un truc de « Ah, on va être libéré d'une partie de notre dette, ça vaut le coup économiquement ». Harris, économiquement, il y avait absolument rien, justement. Genre, en fait, c'était vraiment Elle a fait une l'avortement campagne et- anti-Trump, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, elle a fait une campagne, comme vous avez dit tout à l'heure, à destination des républicains, des républicains déçus du Trumpisme, etc. Oui, ils ont voulu faire une campagne de droite. Ils ont eu une technique de libéraux macronistes, quoi. Elle a fait Macron, Bah, en fait. c'est ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, je crois, Mélenchon en substance, Ouais. c'est ce qu'il dit. Ce que disent beaucoup aussi de gens, j'ai vu de la France Insoumise, mais pas mal de personnes. Ce qui est une partie de la réponse, qui est pas, en fait, parce que tu dis c'est quoi la réponse, je pense que, comme d'habitude, Oui, c'est elle est multifactoriel, mais c'est que c'est la continuité. Et donc, tu es aussi en mode, tu t'es dans les années, justement, Biden, où tu es en mode, ok, c'est donc ça qu'on a dans la gueule, c'est ça qui va se passer, ou c'est ça qui n'évolue pas, par exemple, sur la question de la Palestine, mais aussi sur plein de questions de droit et tout. Tu dis, bon, ça n'évolue pas. Donc, ça te fout une flemme aussi de t'investir, de militer en sachant, comme vous, je pense, vous le voyez quand vous devez voter Macron, face à Le Pen, tu vois, nous, on voit bien qu'il y a moins de gens en France qui ont voté au second tour. Tu sais, t'as un truc un peu flemmard de, c'est bon, c'est reparti pour un tour. Et en plus, avec Kamala Harris, qui a beaucoup axé sa campagne sur la question des femmes, mais en s'adressant à l'électorat de Trump, C'est ça. en faisant des choix comme ça, qui font aussi que, il y en a plein qui se disent, oui, ok, d'accord, elle fait la procureure, ça reste une droitarde pendant longtemps. Plein de gens qui attendent autre chose de la gauche en ce moment, qui aimeraient un renouveau peut-être aussi du programme, quelque chose qui les ferait vibrer, qui leur donnerait envie d'y croire, de se battre, de militer pour. Et là, pour le coup, oui, là, on peut que dire que les démocrates ont fait... Oui, elle a perdu 10 millions d'électeurs. Elle a perdu énormément d'électeurs par rapport à Biden. Et c'est pas uniquement parce que c'est pas 10 millions d'électeurs qui étaient pro-palestiniens. Alors ça, faut qu'on en parle un peu parce que Oui. il y a plusieurs avis. La question palestinienne en France a radicalisé les débats sur les élections américaines en France. Déjà, est-ce qu'elle aurait gagné si elle était pro-pal? Ah non. Aux États-Unis, tu gagnes pas si t'es pro-pal. Genre, c'est. Parce que c'est tu là as vu que qu'il y a les des gens qui États-Unis disent que c'est ça la raison. Avant, En France, il y a beaucoup de gauchistes qui Bah, avancent. mais avant même que, parce que je vois où tu veux aller, genre même un truc tout simple, c'est que le truc de Trump n'a pas gagné, c'est complètement con. Tu vois, Ah avant oui. même ça. C'est-à-dire que même Déjà- si elle était déjà, Trump basée, a gagné, c'est même ça. si à Kamala Harris c'était basé, qu'elle avait fait une campagne de gauche, tu vois, qu'elle avait su susciter un engouement, alors le match aurait été plus serré, mais Ouais. là la victoire de Trump elle est aussi totale dans le sens où lui, le fait que les médias derrière lui, la population derrière lui, tout son personnage, sa façon nouvelle de faire de la politique, c'est-à-dire aussi de polariser, de cliver, d'aller sur les affects religieux, conservateurs, ultra-libéraux, enfin tout ça, ça fonctionne, tu vois, parce qu'en 2016, les gens étant ça marchera jamais, ils ont été surpris, et là ils étaient non, ça on le refera plus, et si, en fait, à chaque justement. fois, les conservateurs, tu crois que c'est la fin des conservateurs, et en fait, pas vraiment. Et justement, il a gagné à peu près sur la même recette qu'en 2017. La même façon de parler dans ses meetings, le même, tu sais, genre c'était Crooked Hillary, Hillary qui était en mode, il l'a présenté comme quelqu'un de corrompu. Harris, il a fait exactement pareil. Enfin, en fait, c'était le même ton, c'est le même truc. Son fameux slogan Drain the Swamp, assécher le marais, il a fait exactement pareil pour Kamala, c'était le même slogan. En fait, genre, concrètement, mais parce qu'en même temps, en face, il n'y a rien qui a évolué, donc pourquoi il changerait de stratégie, tu vois. Oui. Après, regarde ce que dit Guruknak, c'est intéressant. Il dit ce qui montre que cette stratégie a un gros échec, c'est que les candidats démocrates qui ont fait des campagnes beaucoup plus à gauche, Bernie Sanders, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, ont tous regagné leur siège. Zoé Zephyr, ouvertement trans, a gagné un poste fédéral dans l'État du Montana, qui est un État républicain. Donc toi, ton avis, c'est qu'il y a quand même un espace plus à gauche de Kamala Harris, et que là, en fait, donc la take de Mélenchon de l'absence de gauche ouvre un boulevard
à la droite et l'extrême droite vous paraît basé. Même à l'époque, je veux pas revenir sur Bernie Sanders à l'ancienne, etc. Mais à l'époque, quand Bernie Sanders se présentait aux primaires des démocrates, dans les sondages, il était donné gagnant contre Trump. Oui, c'est vrai. Donc bien sûr, mais c'est aussi... Et Sanders a été assassiné par les démocrates. Oui. Ils ont changé des règles pour être sûr qu'il ne gagne pas les primaires. Enfin, ils ont vraiment tout fait pour qu'il saute et que tout ce qui est à gauche... Ils ont verrouillé l'appareil de parti. Voilà, ils ont verrouillé l'appareil de parti et ils se sont tirés une balle dans le pied, en fait. Genre, c'est ça aussi la vérité. Mais... Donc du coup, on est d'accord que ces trucs-là, c'est pas forcément sur la question palestinienne seulement, parce qu'il y a un surfocus sur ça, tu vois. Genre, non, mais après, c'est aussi que nous, on voit ça de loin, pour paraphraser un peu ce que vous avez dit à PDH globalement. C'est aussi qu'on voit ça de loin parce qu'en vrai, quand tu regardes ça surtout avec une perspective de gauche française, tu te dis c'est un peu blanc bonnet blanc, ou justement en matière de politique internationale, bah tu vas avoir Kamala Harris qui va dire ah oui, haha. C'est quand même pas bien que les enfants y meurent, c'est le feu. Mais ils vont plus ou moins être d'accord. Et on sait que les États-Unis resteront les États-Unis. Impérialistes, etc. À l'international, c'est la même merde. Voilà. On peut être d'accord là-dessus. Et en fait, c'est surtout des logiques de politique interne, mais qui même là sont en soi un peu limitées, tu vois, qui vont alors se porter sur des questions très graves, très essentielles, hein, comme le muslim ban, l'avortement, enfin des trucs qui sont très graves, mais tu sais, qui peuvent paraître un peu plus loin déjà pour nous, et qui au sein même du pays, enfin tu sais, il y en a, je pense, qui sont dégoûtés. Imagine, t'as un peu des convictions de gauche dans ce pays, et t'es en mode, tu dois choisir entre le conservatisme religieux ou le wokisme. Tu sais, c'est un peu ça le débat qu'on te présente. C'est un truc à te dégoûter de la politique. Et pas que, parce que c'est aussi des enjeux de politique nationale. Et même si les discours sont relativement vides de programme, t'as pas Mélenchon qui te déroule tout le programme, l'avenir en commun, etc. Mais un des points de discours très très forts de Trump, en fait, il a réussi à choper un affect classe ouvrière, classe travailleur, petit patron, états-unien, etc., en promettant un truc qui va totalement à l'inverse en fait de tout, quoi, mais en disant non mais on va ramener du pouvoir d'achat en relocalisant toute l'industrie, on va la relocaliser, on va faire un protectionnisme total et on va monter les barrières douanières à l'importation hyper haut. Et en fait, en disant que monter les barrières douanières à l'importation, donc ça, en fait, c'est pour remplacer en fait des taxes en fait sur les entreprises, quoi. Oui, c'est pour détaxer les riches. C'est ça, en fait, tu remplaces une taxe sur les riches en montant les barrières douanières, et il a fait croire à tout le monde que c'est ce qui allait redonner du pouvoir d'achat, etc. Et donc c'est à la fois un affect de petit patron, mais aussi un affect un peu prolétaire, classe moyenne inférieure, etc. De se dire, ah là là, on va reproduire chez nous, on va commencer à avoir... On va devenir riche, américain. On va produire américain, on va avoir des emplois, etc. Sauf qu'en fait, augmenter les barrières douanières, ça veut dire que tout devient hyper cher parce que il n'y a aucun monde où tu n'importes rien. Et en fait, ça a été un truc, mais même en se basant sur ce mensonge, même en faisant diffuser ce truc-là qui était un mensonge objectivement, il a quand même parlé et manipulé des affects qui sont déjà présents, en fait, et auxquels le reste de la gauche parle. Et c'est aussi le truc de l'inflation. Je crois qu'on en a parlé dans le vu tout à l'heure, mais c'est l'inflation, elle est arrivée comme le reste du monde sous Biden. Et notamment à cause des politiques de Trump, mais comme vous le savez, il y a plein de gens, il y a plein de gens, ils se rendent pas compte que des trucs qui ont été faits il y a 5 ans ont des conséquences 5 ans plus tard, notamment l'économie, qui est un truc super complexe. C'est un truc qui est dans leur tête, ils ont 4 ans de mandat. Genre en 4 ans de mandat, t'as aucun mécanisme qui se met en place. Du coup, quand tu vis sous Biden, le fait que tout devient cher, tu te dis c'est la faute à Biden et à ses taxes. Alors surtout quand tu as un monstre de charisme et de mensonge, qui est quand même Donald Trump, et qui vient dire que, et évidemment, il fait le lien. C'est dans tous ses discours. Il appuie dessus. Et je pense que ça marche sur la tête de plein de gens qui se disent, mais attends, avant l'Amérique, on pouvait faire des thunes. Qu'est-ce que c'est que ça tout le monde pouvait s'en sortir et tout. Mais là où pareil, tu vois, à l'international, moi j'ai vu des trucs. Kamala Harris, elle était dans la même logique, mais en mode plus version étudiant. Tout le monde va pouvoir réussir en mode, mais là en mode rêve libéral, en mode, vraiment même si t'es une femme latino, tu pourras réussir dans les États-Unis. Bon, il y a aussi un truc dans la politique américaine où je pense que comme c'est un peu la même chose, c'est là où moi je redeviens d'accord avec les positions de Jean-Luc Mélenchon, tu vois, vu que c'est un peu la même chose, on a plein, ils préfèrent l'original à la copie, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que la tristesse du Parti démocrate. L'erreur d'avoir essayé de faire une campagne au centre. Elle a fait monter Liz Cheney, qui est donc la compagne de Dick Cheney, qui est une républicaine justement, à son dernier meeting, Liz Cheney qui l'a soutenue, etc. Elle s'est dit comme ça, je vais avoir les femmes blanches conservatrices, genre PTTR. Mais donc, alors, parce que moi je m'intéresse quand même au discours français sur les élections. Les gauchistes en mode, la plus grande partie, c'est la même chose. Kamala Harris, Donald Trump, parce qu'ils sont d'accord pour être sionistes, donc on s'en fout de qui est élu. On est d'accord que, quand même,
c'est un avis doomer qui est oui. terrifiant. On est d'accord que là, ils sont dans une rhétorique C'est un avis que de tu peux pas fétichisme défendre. En fait, de l'international avec le déni de tous les trucs de politique intérieure, tu vois, genre en fait, rien que l'avortement fait que c'est- cette en fait, position est difficile à tenir, quoi. En fait, c'est des gauchistes qui croient qu'ils sont anti-impérialistes, mais en fait, ils sont pas internationalistes, quoi. Genre, en fait, il y a aucune conclusion ou aucun truc positif qui ne peut sortir qu'un peuple entier, qui est le peuple états-unien. On peut penser ce qu'on veut des États-Unis, mais voir un peuple se faire entièrement décimer. Là, je voyais passer un tweet, les numéros de téléphone, les hotlines de soutien suicide, etc. pour les personnes LGBT sont en train d'exploser absolument partout, etc. Ah bah là, c'est... Genre, c'est... En fait, rien de bon ne peut venir du fait de faire sombrer tout un peuple dans le fascisme. On peut le dire égoïstement parce que le fascisme, il vient avec nous et c'est des réseaux qui sont transatlantiques, etc. Mais rien que sur le fait de... Non, tu ne peux pas espérer ça moi, pour un je vais pays, le dire en fait. simplement, C'est des gens. Quand je dis ça, je deviens bad mulch. Non, mais vraiment, je deviens bad mulch.jpg. Genre, il faut arrêter, ne serait-ce que le peu de vernis de gauche que tu peux avoir chez Kamala Harris, qui est, là, quand on parlait des raisons de pourquoi ça perd, là, il faut attaquer. C'est clair que Kamala Harris, le fait que c'est pas assez de gauche, c'est une des raisons qui font que je comprends que le peuple américain, qu'il soit de gauche ou pas, d'ailleurs, qui pourrait avoir des affects... Rêve pas en voyant ça. Rêve pas en voyant ça, il peut plutôt rêver en Trump en se disant là il y a un mec qui bouge, là il y a quelqu'un qui agit, il y a quelque chose de nouveau, ce que tu ressens pas quand tu vois les autres quoi, qui font la même chose que tout ce qui s'est toujours passé avant. Mais par contre, c'est quand même tu ne peux pas dire que c'est exactement pareil, ne serait-ce que le point de vue de l'avortement. Là, j'ai cité l'exemple tout à l'heure de la meuf là, qui a beaucoup été dans la campagne de Kamala Harris et tout, qui est morte parce qu'en fait, elle a avorté, elle a pris un médoc, elle a eu une complication à cause de ça, elle est allée à l'hôpital et les médecins, comme ils ont le droit, ils ont refusé de la prendre en charge parce qu'elle avait avorté. Du coup, elle en est morte, alors qu'elle avait un petit enfant déjà. Elle avait déjà un enfant à sa charge. Tu sais, c'est quoi le pire ? C'est que la définition médicale d'un avortement, c'est une naissance qui ne se conclut pas par la vie de l'enfant, tu vois. Une naissance. Oui, enfin, le fait de mettre... Ah oui, ok, ça j'ai compris, Enfin, j'ai compris, voilà. j'ai compris. Et ce qui fait que des meufs qui ont des grossesses compliquées, qui accouchent d'un enfant qui est déjà mort, etc., n'ont pas de soins de santé parce que médicalement... Les fausses couches presque. Les fausses couches, parce que c'est médicalement... En fait, parce que la définition médicale de l'avortement, c'est pas forcément l'avortement volontaire. C'est quand tu fais une fausse couche, c'est considéré médicalement comme un avortement parce qu'en fait, c'est une naissance qui a été avortée involontairement, tu vois. Oui, bien sûr. Et tu vois, on est d'accord que c'est le genre de situation qui se radicalise avec Trump. Donc le discours est Oui, inentendable. donc les gens pourront se dire t'as des cheveux bleus, même si t'as avorté involontairement, te dire on te soigne pas, c'est ça ? Non, mais déjà aujourd'hui, t'as des meufs qui ont des refus de soins de la part de médecins qui disent je veux pas me mettre dans la sauce parce que va y avoir la nomenclature avortement si je fais des soins, même des soins Hippocrate existe pour ton hémorragie, etc. Parce qu'en fait, c'est considéré comme des soins post-avortement. Donc voilà. Et parce qu'en fait, la loi est écrite et comme le terme est flou et que le terme politique n'est pas le même que le terme médical, ça fait qu'en fait, quand on parle d'avortement, j'ai du mal à y croire, ça me paraît trop gros. Mais bienvenue aux États-Unis. Mais c'est là que tu vois que... Là, l'exemple que je vous ai donné est un exemple réel. C'est ça, mais c'est là que tu vois littéralement qu'il y a une meuf un qui témoignait déni. de ça sur TikTok. En France, t'as un déni sur le sujet. Tu vois. Et moi, j'ai vu sur Twitter des gens en mode souhaiter la victoire de Trump par détestation de Kamala Harris, des gens d'extrême gauche et de gauche radicale en France, et pas des rouges-bruns, pas des souverainistes bizarres, vraiment des gens avec des drapeaux palestiniens dans les pseudos, qui ont des discours basés le reste de l'année, qui sont des militants pro-palestiniens et aussi des militants de gauche en général, qui se réjouissent de la victoire de Trump pour se moquer de Kamala Harris, parce que de toute façon, elle n'était pas assez pro-palestinienne pour... Enfin, surtout que... je trouve que il y a un fétichisme de la question palestinienne qui les fait mal penser. Un immense paradoxe qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est que je sais pas si vous avez vu, dans plein d'États où Harris soit elle a été battue, soit où elle a gagné, etc. Donc parce que je vous avais expliqué que en même temps qu'ils votent, ils votent pour le Congrès, ils votent pour plein de trucs, et au dos ils votent pour différents référendums. Et notamment, il y avait pas mal de référendums sur l'avortement sur leur bulletin de vote. Et donc, en fait, ils ont voté pour l'avortement en même temps qu'ils ont... Et dans plein d'États, les gens ont plus voté pour l'avortement qu'ils n'ont voté pour Kamala. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que dit Vincent Tiberi, tu vois. Ah, donc en c'est gros, genre, ils ont voté dans leur État pour protéger le droit à l'avortement. Mais ils ont quand même voté Trump. C'est ça.
Oui. Et donc en fait, c'est que encore une fois, c'est que c'est intéressant ça. C'est aussi, ça montre aussi à quel point Kamala Harris a échoué à même s'identifier et à capter les gens comme je suis la représentante du droit à l'avortement. Bah oui, et qui apparaît en plus mal placé pour plein de gens, comme le défendre la cause des femmes noires, latinos, tu vois. Il y a plein de gens qui sont en mode ouais non, tu nous la feras pas, notamment le vote musulman qui est une des raisons d'un des swing states où elle a pas gagné. C'est aussi ça, c'est qu'il y en a plein qui sont en mode qu'est-ce que tu vois, t'essayes de nous avoir à venir dire oui c'est vrai que c'est horrible les enfants qui meurent à Gaza, mais tu sais genre c'est alors et en plus ce qui est fou c'est que Trump lui arrivait à pouvoir mentir dans ces états-là en disant oh vous inquiétez pas je vais cesser la guerre. Et ça pouvait marcher, parce que comme d'hab, Trump aussi, ce qu'il a de force, ça c'est un truc qu'il faut comprendre, il a révolutionné la communication politique de la pire façon, genre vraiment de la pire façon, en mentant et en disant, allez, il y a un film là qui est sorti The Apprentice qui parle beaucoup de ça, de ce truc-là, genre en mentant éhonteusement, en assumant ça, en faisant comme il fait du business, tu vois, en appliquant cette règle-là. Mais ça fait aussi que ça lui donne un charisme, alors pour n'importe qui, je pense qu'ici, vous êtes à mon avis globalement anti-Trump, tu vois, alors c'est pas difficile à deviner, mais t'as un effet repoussoir de voir quelqu'un qui dit tout et son contraire, qui dit des horreurs sur les femmes, sur les immigrés, enfin voilà. Mais pour plein de gens, il y a un effet choc où même ils sont en mode oh il va trop loin et puis oh il est dans l'outrance, mais au moins il est pas hypocrite. Mais au moins il est pas ceci, il est pas cela. C'est là aussi où Sanders, tu vois, le combat Sanders-Trump à l'époque en 2016 faisait fantasmer des gens aussi en mode au moins là il va se passer un truc entre deux visions où va y avoir, ça va se rendre des vrais coups, parce que pour le coup on aurait vu Trump dire de Sanders que c'est un communiste, tu vois, on aurait pu déjà un peu y croire. Oui, alors que c'est un socialiste gentil. Parce que pour le niveau de gaslight en France, dans le chat là ça dit Trump fait moins la guerre que les démocrates. Alors, Trump est moins belliciste que les démocrates. C'est ce que j'allais dire. Il a la réputation, mais parce qu'en fait, tout son discours isolationniste, c'est aussi on va pas donner de l'argent pour intervenir dans des guerres qui sont pas les nôtres, etc. C'est vrai factuellement. Alors, c'est vrai qu'il a pas déclenché de guerre, mais il a fait plus de bombardements. Bah oui. Il les a accélérés. Et allez voir, c'est PDH qui a fait un truc là-dessus sur arrêtez de vous faire gaslight par ça. La vidéo, faut la mettre. Ouais, vas-y, va, c'est sur le truc de PDH. Mais en fait, c'est aussi que. en fait, vous tombez dans une. C'est factuel. Non, c'est en fait. Vous tombez dans une propagande. En fait, les gens. Je vais vous apprendre quelque chose sur la guerre. Il y a plein de guerres dans le monde dans lesquelles les États-Unis sont impliqués, que ce soit dans du soutien logistique, dans le fait de balancer des bombes, etc. Et c'est pas, comment dire, il y a la guerre en mode la guerre en Ukraine, Poutine qui fait la guerre, blabla, un truc de ce qu'on imagine comme étant la guerre. Mais en fait, quand on parle de guerre, on ne parle pas des réalités que vous imaginez. On ne parle pas de deux armées les unes en face des autres, etc. On parle d'intervention de déstabilisation, on parle de campagne de bombardement, le Yémen, etc., etc. Donc, par exemple, la raison pour laquelle les gens ils disent Trump il a pas fait la guerre alors que Biden oui, c'est parce que la guerre en Ukraine c'était 2022. Tout simplement. Et que du coup les gens ils disent ah ça c'est une vraie guerre. Sauf que en fait le Yémen ça fait des années que ça continue. Bref, vas-y. Mais encore une fois, c'est les gens font la corrélation directe. Mais parce qu'en fait ils voient le truc le plus gros et le plus caricatural et en fait mais parce que aussi c'est qu'on revient sur le mensonge, sur le manque d'éducation, sur le truc comme ça, c'est qu'en fait déjà les États-Unis n'apprennent absolument rien sur l'international. Ils s'en foutent en plus. Ils s'en battent totalement les couilles. Ils sont très les gens votent pas sur ça de toute façon. Rappelle qu'ils sont mêlés à la Seconde Guerre mondiale uniquement quand ils ont commencé à être bombardés par les Japonais, sinon ils seraient jamais rentrés en guerre. Donc c'est comment dire, ils s'en foutent totalement et tout ce qu'ils voient, c'est ce qui perce médiatiquement. Et ce qui perce médiatiquement, c'est la guerre en Ukraine, mais c'est pas le Yémen parce que le Yémen ça fait depuis Obama qu'on bombarde. Et c'est ce qu'on disait déjà, c'est comme pour l'inflation, avec en plus derrière un personnage qui n'hésite pas à être populiste et à utiliser n'importe quoi. Ouais. Mais attends, tiens, justement, on peut regarder ça vite fait. Comme Roosevelt a déshonoré l'élection. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Palestine? Rappelons quelques faits. Trump se présente comme un pacifiste. Ses partisans répètent souvent qu'il n'a commencé aucune guerre. Allez, le chat. C'est vrai. Mais en fait, il a accentué les guerres américaines déjà en cours. Rappelons que par exemple, le record de bombardement en Afghanistan. Allez, fermez vos gueules. Donc pour l'anti-impérialisme, on repassera. Juste avant l'élection, Donald Trump est allé dans le Michigan. C'est factuellement vrai. C'est factuellement vrai. Eux comme défenseurs de la paix, et ça a marché. Les électeurs arabes du Michigan, traditionnellement votant pour les démocrates, sont passés du côté de Trump. Et Harris a perdu le vote arabe. Alors c'est ironique pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est Donald Trump lui-même qui avait initié le Muslim Ban, qui est un bannissement des étrangers de 6 pays musulmans, mais surtout parce que c'est Trump qui est le favori de Netanyahou. Cela pour plusieurs raisons. C'est factuellement vrai. C'est lui qui a reconnu Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, parce qu'il a aussi encouragé l'annexion de 130 nouvelles colonies en Cisjordanie lors de son mandat.
et qu'il a aussi reconnu comme légal les colonies C'est pas mal, ça. ce qui rompt avec la politique américaine depuis 1978. C'est factuellement vrai. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, par exemple, on disait international, il n'y a pas trop de différence. Là où il y aurait une différence, c'est qu'aussi, genre, on connaît que Trump, il est imprévisible. Alors justement, là où les démocrates, ça aurait été tristement la même chose, avec le même emballage, mais au moins, tu sais, Kamala Harris, elle aurait continué. Ah, l'ONU dit ça, donc on doit... Tu sais, elle se serait alignée plus ou moins ou cachée. Là, on sait que Trump, du jour au lendemain, parce qu'il s'engueule au téléphone avec un type, il peut faire n'importe quoi. Même non, mais surtout, c'est ça aussi, non, mais c'est ça qui est aussi surtout terrifiant. le nombre de thunes qu'il a touché par des gens et les promesses qu'il a fait sur la question Israël-Palestine et ses promesses sur la Cisjordanie, les élections, encourager la colonisation. Il l'a déjà fait pendant son premier mandat, il va le refaire. Donc même sur la question palestinienne, dire les deux sont pareils, même ça c'était faux. Votre niveau... Bah oui, genre, parce que Trump est pire. Les gens, vous croyez vraiment que Trump, qui reconnaît unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors que c'est par définition un casus belli, normalement, c'est interdit par l'ONU, il a dit on bouge l'ambassade, maintenant c'est Jérusalem la capitale, alors que normalement c'est pas possible, qui soutient la colonisation, il y a littéralement dans le plateau du Golan syrien, qui est sous occupation israélienne, il y a une colline qui s'appelle les Trump Heights, et en fait c'est une colonie qu'il a financée, il y a son nom dessus, et vous croyez qu'il a pas commencé de nouvelle guerre? En fait, et aussi... C'est le candidat de la paix. Non mais et aussi vraiment les gens, c'est totalement comment dire naïf de croire que les États-Unis commencent des guerres. La dernière fois que les États-Unis ont commencé des guerres, c'était après le 11 septembre, la guerre en Irak, l'Afghanistan, etc. Mais vous croyez que Trump aurait eu le 11 septembre, il n'aurait pas bombardé tout l'Irak et tout l'Afghanistan? C'est le candidat de la paix, Cassandre. En fait, les États-Unis, ils commencent des guerres quand ils sont, c'est le principe isolationiste, hein. Ils commencent des guerres quand ils sont attaqués, mais c'est le principe normal de la légitime défense qui est instrumentalisé tout le temps en droit international pour commencer une guerre, pour rentrer en guerre, etc. Mais il y a plein de guerres partout dans le monde où ils foutent leurs petites billes. Et en fait, ils choisissent les billes qu'ils mettent. Évidemment, Trump, il va dire « Oh là là, on va arrêter de donner des armes à l'Ukraine, etc. » Voilà, mais c'est parce qu'en fait, il veut aider Poutine. Donc en fait, il veut simplement valider l'annexion de l'Ukraine. Genre, c'est pas mettre fin à une guerre, c'est valider la raison pour laquelle elle a commencé. Donc c'est pareil, en fait. Et j'insiste, c'est qu'il est pas prévisible. Il a un côté Trump où... C'est pour ça, non mais il a un truc terrifiant dans son mandat, c'est que tu peux pas trop prédire Kamala Harris. Je pense qu'on aurait pu prédire à l'avance les moves à peu près qu'ils allaient tu peux pas prédire le tir de radicalité dans lequel il va aller. Tu sais qu'il y aura de la merde, mais jusqu'où il ira, c'est trop dur à dire. C'est ça, et notamment avec un pouvoir plus autoritaire et le fait que ça y est, il est de plus en plus convaincu que de toute façon c'est comme ça que tu mènes la barque. Je pense qu'il y a quand même un petit truc flippant, ou même avec ses alliés là d'aujourd'hui, demain il pourrait... Et il a eu, on le sait, encore une fois, ça c'est ses outrances et sa manière de communiquer, mais il a dit des trucs, on arrêtera en un jour, on cessera la guerre en un jour, on fera machin. Ça sera pas forcément que pour la paix. Parce qu'il parie sur la même naïveté que vous dans le chat, de croire que une guerre ça se déclenche comme ça et que en fait, c'est le candidat de la paix. Pardon. Et enfin, il a bien sûr négocié les accords d'Abraham, qui sont des accords de normalisation entre Israël et différents États arabes, comme les Émirats Arabes Unis et le Maroc. Donc Trump n'est absolument pas pro-paix. Il est pro-Israël, c'est tout. Mais malgré ça, beaucoup d'électeurs se sont abstenus ou ont voté Trump, afin de punir Harris pour son soutien pro-Israël. Cela en particulier chez les populations arabes et jeunes. Il faut aussi nuancer la victoire. Et c'est là, tu vois, faute au Parti démocrate, mais c'est là où je deviens bad mulch. Bien sûr. Faute au gauchisme. Bien sûr. Vraiment, et là, ce que tu dis sur la fétichisation de la cause... Bon, après, ça, c'est très vrai en France, j'ai l'impression. Oui, surtout en France. Mais là, je peux... tiens, regarde ta vidéo. C'est marrant, on est en train de regarder ta vidéo. Regarde, viens. Mais attends, c'est la même personne. Bah attends. C'est la même tête. Incroyable. Mais après, là où moi je comprends aussi, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui se politisent avec ce qu'on disait avec Raz, on en parlait un peu avant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se politisent aussi. Avec récemment, cette question-là, récemment, et qui découvrent aussi le truc et qui du coup se disent, et puis bon, en vrai on s'en branle, enfin, moi si c'est des Français qui disent ça, tu vois, mais sauf que je me rappelle où justement quand t'avais, tu sais, Angela Davis qui avait dit ça avait créé un tollé et tout, etc., qui avait mal été reçu, alors que bah en vrai... Elle avait dit quoi, rappelle? Elle avait dit, il faut quand même voter Kamala Harris quoi qu'il arrive, parce que Trump c'est pas possible. Parce on sait qu'on aura plus de marge de manœuvre. Et d'ailleurs... Même si c'est très très peu. D'ailleurs, la preuve que, parce que ça c'est un truc, il va falloir qu'on en parle aussi un moment, la preuve que c'est quand même un vote autour du racisme, c'est que c'est majoritairement les hommes blancs, déjà, immensément, les femmes blanches aussi qui ont voté pour Trump. Genre, c'est genre un... Tu vois, c'est des chiffres hallucinants.
il y a vraiment un électoralisme pour le coup qui est clairement clivé, quoi. Oui, bien sûr. Les femmes blanches, alors il y a plein de gens qui ont commenté le gender gap, etc. Le fait que c'est vrai que quand tu n'as pas une approche intersectionnelle, en effet, en majorité, c'est plutôt les mecs qui ont plébiscité Trump et les meufs qui ont plutôt voté pour Harris, etc. Mais quand tu regardes dans les détails, en fait, les femmes blanches ont toujours été une force prête au service de la réaction, particulièrement pour le racisme. Rappelle qu'à l'époque, l'égalité des droits. Mais à l'époque où les suffragistes se battaient pour le droit de vote des femmes, t'avais des débats, et notamment t'avais plein de suffragistes qui étaient pour le droit de vote des femmes blanches, mais qui étaient contre le fait d'étendre le droit de vote aux femmes noires. Genre, c'est aussi ça la réalité. Donc bon, il y a comment dire, les femmes blanches, c'est pas non plus, enfin, ce n'est pas que des femmes. Voilà. Oui, c'est aussi des blanches. Oui. Non, mais relire Davis, relire Dworkin, relire tout ça. Et puis, c'est ce truc aussi, ouais, justement, ce qu'elle aime dans le modèle Tradwife, c'est qu'elle s'y plaise aussi dans ce rôle de la famille américaine. Déjà, peuvent être conservatrices. Et elle s'y plaît. Je pense que le truc de je vais vivre dans ma petite maison, me faire de l'argent, en ayant rien à foutre du reste du monde, dans mon individualisme, dans mon confort, et que je vais pouvoir appeler la police qui va pouvoir tuer le moindre latino qui passe en bas de chez moi et qui m'a l'air un peu dangereux, ça fait partie de leur fantasme. Tu peux pas que lier ça à la question économique, tu vois, c'est aussi un truc de... Les tradwives sont un fantasme sécuritaire parce que c'est l'idée selon laquelle tu ne travailles pas et en échange de ça, enfin c'est du servage, hein, mais tu ne travailles pas et en échange de ça, tu es protégé par ton mari qui va ramener la thune à la maison, et en période de récession, en période de panique sécuritaire, c'est un affect qui mobilise des femmes blanches. Ce que j'adore, c'est que c'est le scénario de Handmaid's Tale un peu qui est en train qui est un peu en train, cette série qui est terrifiante, mais du coup, enfin, être une femme aux États-Unis, notamment un peu progressiste, déjà, je pense là, les meufs féministes là, qui nous écoutent dans le chat, je pense déjà vous badez qu'on voyait des Darmanin au pouvoir. Mais imaginez une seconde. Et pire, là, on va y les LGBT. Enfin, alors, j'ai regardé une vidéo de Blas qui parlait de ça, et il disait que, tu sais, sur les 22 sujets prioritaires pour les électeurs démocrates, hein, bah, même les LGBT, c'était 22e. Donc, déjà, c'est-à-dire que déjà, même chez les démocrates, il y en a marre des LGBT. Déjà. Mais alors, du coup, par contre, l'extrême droite, on a fait un argument de campagne, et notamment, enfin, moi j'ai vu des pubs et tout. C'est ce que je disais sur le plateau tout à l'heure de l'Institut La Boétie. Trump a dépensé, enfin la campagne de Trump et les PAC qui ont fait ça, etc., ils ont dépensé l'équivalent de $140 par trans. $140 par personne trans états-unienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis. Ça fait, même si c'est 1% de la population, ça fait beaucoup de personnes trans quand même. Il a dépensé tout ça pour justement ces campagnes. Et c'est un truc qu'on retrouve en fait, parce que c'est un affect de mobilisation qui est ultra puissant. Parce que les trans, c'est quoi ? C'est la dégénérescence, c'est la fin du modèle traditionnel, c'est la fin du rôle des hommes dans le foyer. En fait, c'est tout ça que ça symbolise. Bref, relisez mes articles. Oui, et puis ce que tu dis souvent, c'est que c'est un excellent vecteur de panique morale. Et donc, c'est un ennemi facile qui, justement, même dans le camp démocrate, tout le monde n'a pas envie de défendre en disant c'est un peu bizarre. Pas des trans. Oui. Tu vois, mais tu sais que en 2023 il y avait un truc en mode, il y avait eu genre 600 lois anti-trans qui étaient en discussion dans tous les États des États-Unis, etc. 2023 624, 2024 660 lois, etc. Et en fait c'était une préparation de la campagne en fait, c'est-à-dire que notamment en Floride, le gouverneur de Floride qui s'était présenté à la primaire républicaine, il préparait sa candidature à l'élection présidentielle sur le dos de ses campagnes anti-trans. Donc en fait, c'est pas rien. Et c'est aussi pour ça que le fait que les démocrates s'en battent les couilles, ça dit aussi absolument tout de la façon dont les libéraux ne voient pas ce genre de choses et surtout sont tellement terrifiés de la réaction, sont tellement terrifiés de défendre les personnes trans, qu'ils préfèrent, comme Kamala Harris l'a dit, de dire « Ah non, mais pour les personnes trans, faut respecter la loi », sachant que dans certains États, la loi, c'est on t'enlève tes enfants et on les... Oui, c'est ça, ça veut dire je veux pas y aller, quoi. C'est ça, mais en fait, de radicalité, comme l'a fait Hollande quand on a commencé à dire vous voulez mettre la théorie du genre et qu'ils étaient en mode ah non, surtout pas la théorie du genre. Enfin, en fait, c'est un truc, ça doit être une leçon numéro 1 pour la gauche. C'est il y a un truc sur lequel la droite fait campagne, crée une panique morale, vous rentrez dedans, vous lâchez rien. C'est bref.
Oui, les ABCD de l'égalité aussi, qui a pour le coup été un renoncement. Car en fait, les ABCD de l'égalité, c'était un renoncement pour offrir une victoire à la manif pour tous en échange du mariage pour tous. Quand on abandonne la barricade finit par céder. Ouais, mais en fait, en ce moment, tu le vois, nous, on le voit, le dernier stream qu'on a fait avec Cassandre, c'était la même chose. Il y a un recul en ce moment à gauche sur ces questions-là. Et moi, parce qu'on parle des États-Unis, mais moi, en vrai, ce qui m'intéresse sur la campagne, il y a les effets des États-Unis, mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'est-ce que ça révèle sur l'état de notre camp politique en France et sur leurs angoisses et leurs aspirations et les leçons à tirer, tu vois. Et il y a un recul, il y a un abandon des questions et il y a un surinvestissement qui est logique et qui est très bien de la question palestinienne, mais qui est soumis à un truc de du coup le reste on s'en bat un peu les couilles, le reste c'est pas grave, genre toutes les autres questions ne sont pas si prioritaires et on s'en branle et on parle plus que de ce sujet-là, de la part de militants et de militantes qui il y a un an te disaient qu'on s'en foutait de la Palestine. Bref, je trouve ça choquant, mais comme si on n'avait pas en plus nous le privilège justement en tant que d'être en France, on a le privilège d'avoir un parti qui fait les deux, on a le privilège d'être des gens où on a les capacités, l'espace mental, le truc pour se battre, genre on ne demande pas à des militants palestiniens qui sont en galère au fin fond de Gaza de faire des prides, c'est pas ça qu'on dit, mais quand t'es en France, t'es pas dans les mêmes conditions de vie, donc toi, t'as aucune raison d'abandonner certaines parties de ton combat, comme si ça t'empêchait d'être un militant pro-palestinien, comme si ça t'empêchait d'être solide sur les autres questions. Non, nous on a le luxe de pouvoir avoir un discours politique qui est large, et on a même des structures de partis, que ce soit l'AFI ou des partis plus à gauche comme le NPA ou quoi, pour s'appuyer pour avoir un discours qui est large et qui touche d'autres sujets, quoi. Donc faut arrêter de rejeter des bouts de trucs pour rien, quoi. Tu sais, je trouve que c'est la même réflexion que ceux qui disent ouais c'est bon, faut jeter l'antiracisme ou la Palestine sous le bus. Ouais, c'est ça. Parce que ça va pas plaire voilà. aux babtous réactionnaires, que ça angoisse. Ouais, je pense qu'il y a un peu ce chemin qui parfois peut se faire à l'envers. Et là, je crois que la leçon est... Dieu soit loué, nous on a la France Insoumise, mais une leçon là que j'adresse aux ceux qui aiment pas Mélenchon et qui sont suceurs, Glucksmann, PS, Hollande, ou qui espèrent un retour en tout cas au centre Tondelier ou centre-gauche et tout, Kamala Harris, c'est vraiment ça votre solution? C'est vraiment réfléchissez en 2 minutes, parce que si justement si les États-Unis ont raté leur duel Sanders-Trump qui a littéralement changé la face du monde vers une extrême droitisation, est-ce que nous on doit rater notre duel Mélenchon-Le Pen parce que on va envoyer Hollande ou à la place c'est plus safe, genre ça sonne tellement tu vois, ça sent tellement la débandade immédiatement rien qu'en le disant. Donc je pense que là on a une leçon à tirer, mais si ça peut servir justement de conclusion pour revenir un peu sur les États-Unis, c'est que typiquement nous on a l'émergence de la France Insoumise, c'est lié aussi à notre manière de faire des campagnes et à nos institutions, alors qu'on s'est déjà en crise, mais on est d'accord qu'aux US, là leur système justement où il y a 2 partis, où il faut des millions de dollars, où tu peux strictement rien faire, tu ne peux pas exister avec de nouvelles idées. Il y en a quand même. Enfin, les États-Unis, c'est aussi un endroit où des gens pensent des nouvelles façons de faire de la politique, mais ils ont juste absolument pas la possibilité de se hisser. D'ailleurs, même Trump regrettait ça à l'époque, quand il voulait se présenter, qu'il a dû être avec les républicains. Et que les républicains ne voulaient pas de lui à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait le Tea Party qui avait essayé de se lancer et qui s'est totalement cassé la gueule. Donc il y a aussi la présence de Trump dans le parti républicain, c'est aussi une conséquence de l'échec du Tea Party. Ouais, mais tu vois, en France, on n'est pas dans cette situation-là, mais je pense que là, on est d'accord. Là, c'est le tweet de Bernie Sanders que les gens... Moi, je te pose la question, mais on peut l'ouvrir, sinon ouvre-le. Non, mais les gens, ils l'ont mis dans le chat. Moi, je te pose la question, est-ce envoyez le tweet de Sanders. On n'est pas à une crise comme il y a un peu partout dans le monde, à la fois une crise économique liée à l'écologie, l'inflation, le retour de la guerre en Europe, l'intensification des conflits au Moyen-Orient, etc. Et une crise démocratique de justement des gens de gauche qui ont voté, qui se retrouvent à soit voter contre Trump, soit pour Trump, c'est un peu ça qui se passe à l'heure actuelle, et que là, on le sait, parce que il a beau annoncer que ça y est, plus personne, il va protéger les Américains qui n'ont pas d'argent et tout, s'il va creuser les inégalités comme jamais, avec Elon Musk, qui veut faire un programme économique libtard, avec tout ce qu'il serait capable de faire, avec un pouvoir renforcé et plus autoritaire.
c'est peut-être d'ailleurs c'est ce qui va créer les conditions du renouveau aussi aux États-Unis, où des gens vont se rendre compte que vas-y c'est plus possible. Mais bon, on disait déjà ça en 2016. En fait, c'est ça, c'est que en fait c'est ça, c'est que la raison pour laquelle la France Insoumise tient aussi bien la dragée haute sur ces questions-là, c'est aussi parce que on a tiré les leçons. Enfin, tout ce que je vous dis sur le renoncement du PS sur la manif pour tous, etc. C'est des trucs, moi, quand j'ai commencé à me politiser, à discuter avec des camarades insoumis, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à militer avec eux aussi, c'est qu'ils me tenaient le discours de la distinction sociale-sociétale, c'est de la merde, la gauche en a crevé, on est mort de tous ces renoncements, il faut les rendre comme centrales dans le programme, il faut réaliser en fait leur importance, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on tient le coup. C'est pareil, quand Mélenchon il a commencé à se dire peut-être qu'en effet l'islamophobie ça existe et que c'est vénère, etc. C'est aussi, vas-y, on tire les conclusions de pourquoi le hollandisme, etc. ça n'a pas fonctionné. C'est aussi parce qu'on a voulu créer des divisions artificielles et pas penser de façon globale les politiques, quoi. En fait, ce Après, qui est j'espère marrant, qu'on va pouvoir continuer comme ça. ce qui est marrant, c'est que ce truc-là qui venait plutôt, on va dire, d'une gauche réactionnaire class first, à qui on a fait un sort, revient par une porte inattendue, par des militants qui ont été les chantres de l'intersectionnalité, qui redeviennent first sur des questions. Là c'est la Palestine, alors que ça pourrait être autre chose, tu vois, c'est pas parce que c'est la Palestine, ça pourrait être un autre sujet. Mais tu vois, par exemple, si c'était ça avec les luttes LGBT, moi j'aurais le même avis. De dire que, tu vois, on s'en branle de la Palestine, l'important c'est les luttes LGBT, je trouverais ça aussi débile. Tu vois, ce que je trouve étonnant, c'est que des gens, moi je pensais que même des fois, tu vois, le tout intersectionnel bébête de la gauche a été critiqué. Tu vois, PDH, ils ont souvent critiqué ça. Tu vois, les gens qui croient tout faire tout en même temps, c'est une critique qu'il y a eu aussi. Mais comment ces mêmes personnes, ces radicaux de l'intersectionnalité aujourd'hui se retrouvent à avoir des avis que je vois en mode, c'est des messages qui popent de plus en plus de « Ah, vous nous saoulez avec les questions LGBT, ah, vous nous saoulez avec ça, ah, vous nous saoulez, on s'en fout, il y a quelque chose de plus important qui est en train de se battre, arrêtez de parler de ça, on s'en bat les couilles, etc. » Un truc que je n'aurais jamais pensé rêver. Pour moi, on avait fait un travail à gauche on avait quand même la capacité, le temps, l'espace mental pour réussir à travailler sur plusieurs sujets en même temps et avoir chacun même des spécialités. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, leur spécialité c'est la question sociale. C'est pas pour ça qu'ils se posent pas de questions sur l'antiracisme, c'est pas pour ça qu'ils se posent pas de questions sur le féminisme, sur les luttes LGBT. Il y a des gens, leur spécificité c'est la question LGBT, c'est pas pour ça qu'ils se posent pas des questions sur les autres sujets, etc. Et que en fait la spécificité et ta spécialisation militante ne remet pas en cause, ne veut pas dire rejeter les autres champs. Il t'intéresse, tu travailles et surtout tu vas pas voir les gens qui ont une autre spécialisation de toi pour dire d'arrêter. Et que tu vois, pour moi c'était acquis, et là j'ai l'impression qu'on est en train de le reperdre de plus en plus. Mais parce que je pense que sur la Palestine, moi mon analyse psychanalytique, c'est que ça a aussi donné un fétichisme des causes perdues, dans le sens où il y a un truc il y a presque un truc de lutte sacrificielle où du coup qui doit absolument se substituer à absolument tout, et du coup dans lesquels on est moralement supérieur parce qu'on défend une cause qui est une cause existentielle et perdue, et que du coup on va avoir la légitimité de taper sur tout le monde parce que la cause est perdue, et on va pouvoir dire que c'est à cause de, tu vois. Je pense que après c'est psychanalytique à la con, tu vois, mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Mais c'est lié à l'impuissance politique aussi. Mais je pense que là où tu as raison, j'écoutais un peu là pendant que j'allais chercher à boire, mais je pense que là où tu as raison, c'est que aussi, là il y a un génocide en cours, les gens voient les vidéos toute la journée, ils sont écœurés, et ils sont dans un pays où ils savent plus quoi penser. Ultra logique, c'est ultra logique. Moi c'est ce qui fait les posts de Facebook bizarres. C'est t'as des gens, ils sont le cœur là-dedans. Après, tu peux péter un câble sans dire des immenses conneries, frère. Je suis d'accord. Ça va, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui réagissent. J'explique. Mais je trouve qu'il y a plein de gens aussi ils prennent ça à cœur, mais du coup, ça les met en tunnel vision. Et ça les empêche aussi de regarder le truc. Et au final, moi, je trouve qu'il y a un truc qui arrive souvent à gauche, c'est personne de gauche imparfaite est pire que personnage de droite complet. Cette personne de gauche n'est pas 100% parfaite sur tous les sujets. Donc, tant pis, autant qu'elle crève, et que personnage de droite, lui, bien de droite, gagne. Tu sais, il y a souvent. C'est un truc qui arrive parfois souvent. Et qui est une erreur. Alors en plus, Kamala Harris est-elle de gauche? Clairement pas. Il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Je crois que c'est ça aussi le premier problème de ce pays de merde.
Parce que voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est un pays de merde en conclusion? Ah, non, pays parce de que merde, pays de merde. Mais je reviens sur ce que je disais au début du coup, moi je trouve ça y est. Enfin, comme d'hab, il ressemble à ce qu'il est, ce pays, quoi. Un pays fou, autoritaire, sanglant, suprémaciste, qui pense qu'à sa petite gueule, qui t'a tout pollué. Tout ça pour s'acheter des 4x4 de merde ultra moches. Tu vois, il y a avoir des bidons de soda. Enfin, il y a un truc qui dégoûte. Non, mais qui dégoûte. Et justement, là où à un moment donné, on pouvait se dire America Way of Life, ils peuvent nous donner des leçons de liberté, de mode de vie, d'un truc qui pouvait faire fantasmer. Oui, aujourd'hui, ça fait du libéralisme triomphant. C'est normal aussi qu'eux, ils sont en mode on va devenir méga conservateurs, se replier sur nous-mêmes, être dans une logique de protectionnisme. Et de toute façon, au pire, on balancera des nukes sur n'importe qui nous emmerde. Tu sais, c'est devenu ça et c'est triste. Moi, je le dis là en mode moquerie, en mode patriote français stupide. Mais en vrai, il y a un truc triste aussi où tu te dis que les États-Unis, ce que ça pourrait être, tu vois, genre, qui est traversé aussi par des contradictions, par parfois des gens, un cinéma, une littérature, une poésie, des études de sciences sociales, des choses qui sont aussi brillantes par ailleurs, tu vois. J'ai l'impression que tout ça est étouffé dans la piste de Donald Trump, quoi. Et enfin, il y a quand même un truc, je trouve, hyper symbolique où t'as quand même un mec qui a fait un coup d'État, qui arrive à se faire réélire, un violeur qui a je ne sais combien d'accusations, qui bat 2 femmes coup sur coup. Ouais. Genre, même si évidemment, c'est les pires meufs, ils ont envoyé des meufs de droite pas ouf. Donc, mais tu sais, il y a un truc symboliquement sur l'état du monde, l'état de la planète, sachant que ça reste la première puissance mondiale, ou en tout cas la première puissance occidentale et tout. Il y a un truc qui fait évidemment bader sur l'après, quoi. Ouais. Et c'est pas genre juste je pleure parce que Trump est élu, je suis un gauchiste. C'est aussi je pleure de la planète, je pleure de l'espèce humaine. Genre, il y a un truc, tu te vois dans le miroir. Trump pleure pour l'espèce humaine. Il y a un truc où Trump, c'est une sorte de déformation de notre visage, quoi, en tant qu'espèce, tu vois. Et en tout cas, de comment on a saccagé ce monde, comment on est en train de faire n'importe quoi. Et ouais, du coup, le tweet de Sanders qui dit il n'est pas surprenant qu'un parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière se rende compte que celle-ci l'a abandonné, alors que les dirigeants démocrates défendent le statu quo, le peuple américain en colère et veut du changement, et ils ont raison. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais ça reste aussi la réalité, que ça reste aussi que la campagne, elle n'a pas été perdue sur un seul truc, quoi. C'est que il y a rien à sauver chez eux, quoi. Il y a rien. Je veux dire, c'était pas que sur une question, que ce soit la question sociale, sur la question palestinienne, mais même le féminisme. Enfin, tu vois aussi l'illusion. Genre là, tu vois des gens qui postent une image en disant « Regardez, c'est les hommes qui ont élu Trump », alors que tu regardes les chiffres, c'est les blancs qui ont élu Trump. Ouais. Et que tu le vois que la vraie constante, le vrai chiffre, c'est qu'au final... Genre, c'est quand même un vote, même, oui, vote qui est beaucoup plus par exemple, divisé par chez les hommes par latinos, ça, il y a eu un décrochage en faveur de Trump, mais ça les amène à 50-50, quoi, par exemple. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et apparemment, sur le vote latino, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, mais c'est parce qu'apparemment, ce qu'on appelle les latinos aux États-Unis, c'est tellement pluriel que tu peux pas le voir totalement. Comme un truc qui voterait d'un seul souffle. En fait, c'est qu'on a tendance à calquer un petit peu sur le vote latino ce qu'il y a déjà avec le vote noir. Sauf que les latinos, il y a toujours eu déjà une frange très très conservatrice dans les communautés latinas. En effet, il y a un décrochage du vote latino qui est réel au travers des hommes latinos, mais il y a toujours eu une tendance conservatrice aussi à l'électorat latino. Donc, faut pas non plus se dire « Ah, c'est déracisé, du coup, c'est bon. » quoi. Ouais. En tout cas, on est pas mal, non ? Attends, il y a un autre truc que je voulais dire aussi, pour aller sur les référendums et tout, pour revenir sur à quel point le libéralisme états-unien est totalement en bout de course et claqué au sol. Donc dans les référendums dans lesquels il devait voter, en Californie, il y avait un référendum pour mettre fin à l'esclavage en prison, tu sais. Le travail forcé en prison, etc. Ouais, bien sûr. Bah, ils ont voté contre. Les Californiens qui votent en majorité, démocrates, etc. Donc c'est aussi pour ça que, bon, le libéralisme, Kamala Harris, etc., il y a quand même un truc de, bon, l'esclavage, ça les dérange pas quand c'est en prison, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est le visage déformé, tu vois. C'est que ça... Enfin, même le petit gauchiste Silicon Valley, Kamala Harris for President, c'est une brate qui est là en pantoufles, Silicon Valley, qui mange vegan. Non, mais tu vois, genre... mais je vois le truc, oui. Le cliché de ce qu'était Twitter à l'époque, ouais. ce qui est vrai, ce qui n'est plus, donc même moi, je suis un peu en retard, tu vois. Mais tu vois, ce cliché-là... Bah même lui au final, c'est quelqu'un qui vit par et pour la technologie, peu importe les dégâts que ça ferait de la planète, ou son mode de vie pollue 12 fois plus que n'importe quel autre être humain qui existe. Donc il y a un truc, tu vois, c'est leur représentation, tu vois. C'est sans... Tu sais, je trouve il y a un côté, tu passes d'Obama à Trump, c'est comme, tu sais, le moment où certains sites de vente de vêtements ont dit on va mettre des mannequins, on va montrer la cellulite et on va mettre des mannequins normaux. Tu sais, le truc de
oui, bon, au final, on veut toujours vendre des vêtements de merde, quoi. Ouais, Le moment Non, mais- où on arrête de photoshopper, mais bon. Il y a aussi un autre truc intéressant pour les anglophones. La dernière émission de John Oliver, la Last Week Tonight, il a fait toute une partie de son émission sur les aventures économiques un petit peu de Donald Trump. Et le fait qu'en fait, récemment, dans les 4 dernières années, il s'est beaucoup lancé dans des trucs, dans des projets entrepreneuriaux avec, tu sais, des petits influenceurs de merde qui sont passés d'influenceurs masculins à influenceurs crypto, etc., Ouais. les trucs de NFT et tout. Et en fait, Trump s'est énormément rapproché de Musk. tout ce monde. Bah, Musk, typiquement. Tiens, faut qu'on regarde ce qu'il a dit Ouais, sur, vas-y. sur Musk, parce que oui, Mais on n'a pas trop tout parlé. le monde a un petit peu de ce qu'on appelle la deuxième financiarisation. Alors, je vous conseille de lire le chapitre de Marlène Banquet dans le bouquin de l'Institut La Boétie, où elle parle un petit peu justement de tout ce monde-là, de la deuxième financiarisation, donc un petit peu la tech, les trucs comme ça, etc., qui soutient énormément l'extrême droite, là où la première financiarisation, donc un petit peu les banques, les machins, etc., sont classiquement auprès du centre droit néolibéral, etc. Et en fait, il y a tout un nouveau monde économique qui se met en route derrière le fascisme, justement. Et notamment, du coup, tout ce monde de la crypto, des trucs comme Bah, ça. en plus, ça restait justement Le mec de PayPal et tout, Peter un Thiel. monde rempli beaucoup d'hommes blancs Ah bah. qui se sont radicalisés, notamment les sujets de merde. Là, tu vois, nous on en parle à chaque Dragon Age qui sort, ou je sais pas quoi. On les ont rendus fous. Et puis, Ils en se plus... parce qu'en fait, c'est ça, vu Ah ouais. qu'ils pensent pareil au final. Tu vois, que des gens qui pouvaient voter démocrate à la Silicon Valley il y a quelques années en se pensant qu'en vrai, ils sont un peu pour l'égalité, ils ont des bons salaires, ils ont un peu le cœur, tu vois, ils sont plus humains que les autres. Bah, en fait, à cause des femmes et des LGBT dans les jeux vidéo, se mettent à voter comme les incels qui sont, tu vois, en disant c'est bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est le triomphe des white dudes. Tu sais, il y a un truc, c'est notre triomphe à nous, on est des crypto-bros, et toute cette logique-là, tous les podcasts, tous les shorts, parce que c'est ça aussi la politique, c'est que, genre, c'est qu'il y a une société qui est travaillée par les médias, par les discours, c'est pas juste Trump en lui-même, ça a été le Trumpisme, c'est un truc qui s'étend, qui vient jusque dans nos sphères à nous, sur notre propre YouTube, sur nos propres shorts. On tombe tout le temps sur des podcasts, sur des trucs, sur des discours masculinistes, machin, libéral, de comment gagner de l'argent, de comment être un winner, être un alpha et tout. Bah, cette logique-là, elle a imprégné ces mecs-là qui se sentent surpuissants. Et je pense aussi que la gauche leur a renvoyé en visage leur côté sadique, salaud. En fait, vous gagnez de la thune, vous êtes un peu livide. Et du coup, ils sont en mode, bah, autant... quitte à être des dominants, des prédateurs, on sera des winners. Parce que c'est logique, parce qu'en fait, c'est le fantasme de la création d'argent sans création de valeur. Oui. Donc, t'as plus à te poser la question du reste des sphères sociales, etc. Enfin bref, voilà, vas-y. Et du coup, Elon Musk, et d'ailleurs, alors, on se rappelle des gens qui rigolaient. Moi, je me souviens de l'époque, parce que on streamait, du chat. Ah, Elon Musk, il s'est ruiné en achetant Twitter. Quel golemon. Et qu'on était là, les gens, c'est pas rien. Ça veut dire quelque chose. Tu te rappelles quand il disait ah mais c'est bon, Twitter est mort. Dany, tu es pro-Musk. Twitter est mort. Parce que je connais. Le chat de gauchistes. Musk a racheté Twitter, la plateforme va disparaître. Ajoutez-moi mon Blue Sky. Ah oui, Twitter, c'est fini. Il n'y a plus personne sur la plateforme. C'est factuel. C'est factuel. La plateforme est finie, tout le monde s'en va. Et bah alors, maintenant, est-ce qu'on peut peut-être se rendre compte que ce qui est le pire rachat d'Elon Musk, le visionnaire, le pire rachat, même les économistes de droite disent que c'est une connerie. Ouais, bah vous avez vu X. C'est factuel. Twitter, parce qu'il n'y a pas besoin de créer de la valeur pour créer de l'argent. La campagne de fou Musk, le tapis rouge Musk a été un hostile à Trump pour des raisons écologistes. Alors l'écologisme de Trump, c'est pas de Musk, c'est parce qu'ils vendent des voitures électriques et Trump il était anti-écologiste à ce moment-là. Mais maintenant ils sont rabibochés, c'est devenu les meilleurs amis. On l'a vu faire ses cris de guerre incel là, dans le truc. Mais X c'est devenu une propagande. C'est devenu presque le réseau qui avait quand même ban Donald Trump à la base. Rappelle que c'est une des raisons, il l'a dit, une des raisons d'achat. C'était pour ça, et notamment virer les wokies, virer la modération, changer l'économie. Bah aujourd'hui, ça fait que le mec est l'homme, un des hommes les plus puissants des États-Unis, Elon Musk. Genre, il a fait ce pari, il l'a gagné, et je pense que dans les mois, années à venir, là, on va vivre. On va savoir ce que donne ce beau couple. Et c'est des gens qui dépendent économiquement du fait qu'il n'y ait aucune régulation. En fait, parce que comme c'est un secteur économique nouveau, ils ont besoin, c'est ce qu'expliquait Marlène tout à l'heure justement, ils ont besoin un petit peu de la promotion de toute cette nouvelle classe politique d'extrême droite, etc.,
pour s'assurer qu'il n'y ait aucune régulation. En fait, parce que, en vrai, le truc de Musk est ruiné, etc. Si on se mettait demain à réguler la tech comme on régule le reste de l'économie, il serait vraiment ruiné parce qu'en effet, il n'y a aucune création de valeur. Mais du coup, il dépend que Trump continue ce genre de politique économique et soit en fait à son service. Et d'ailleurs, le fait que Trump, du coup, se lance dans des business entrepreneuriaux qui vont dans ce sens-là, clairement, ça va continuer comme ça. Il a besoin de ça pour rester l'homme le plus riche du monde, parce que sinon, l'homme le plus riche du monde, c'est quelqu'un qui a des vraies industries, tu vois. Ah oui. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Mais en tout cas, lui, il a chaleureusement, ils ont passé apparemment l'election night ensemble. Alors j'ai vu beaucoup de mèmes très drôles sur Internet à propos de ça, évidemment. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Lors de son discours de... Moi, ce que j'adore, Trump, il a tout le temps une attitude, j'ai vu plein de discours un peu... Ah ouais. Ce nouveau gars. En fait, Trump, dans sa tête, il est tellement... Dieu sur Terre, que même quand il y a l'autre Dieu sur Terre dans sa tête qui débarque, Elon Musk, il regarde quand même Trump avec admiration. Là où Trump, il est en mode « Ah oui, il est cool, le petit, là ». Et il y a un truc que je trouve un peu délicieux dans leur relation où quand même il arrive à paternaliser. On voit qu'il le méprise un peu. On voit qu'il est top et bottom en fait. Ouais, de fou. Victoire devant ses partisans, Donald Trump a rendu un hommage appuyé au milliardaire Elon Musk. On a compté, sur un peu plus de 20 minutes de speech, il lui a quand même consacré 4 minutes entières. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago. The spaceship came down and I saw those engines firing and it looked like it was over, it was going to smash, and then I saw the fire pour out from the left side and it put it straight and it came down so gently and then it wrapped those arms around it and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing. Après, t'as vu les métaphores, c'est aussi ça, sa force quoi. Il s'arrête jamais, il simplifie. Oui, il a un flow ininterrompu de paroles. Il s'arrête jamais de parler quoi. Merci. And I called Elon, I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do it. J'aime bien les États-Unis en dehors d'Elon Musk, c'est quand même ça. Elon Musk en dehors de la That's NASA. why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated. The water. This was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon. And I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the... Oh, la pub. Il fait un placement de produit, frère. Le placement de produit le plus long de YouTube, frère. Oh là là, en 20 minutes de discours, il a fait un placement de produit, mais c'est... What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. Elon Musk a été ultra impliqué dans la campagne de Donald Trump. Il a dépensé au moins 75 millions. Il est tellement malade. Il est ridicule. C'est vraiment sardoche en politique. Ah ouais. Il y a un truc fascinant. Les suprémacistes blancs, ils passent leur vie à parler de dégénérescence, etc. Mais c'est le plus grand dégène. Dollars en meeting. Après, c'est pas un dégène, l'état, ça. Et en organisant. Oui, non, mais ça, c'est mon préféré. Attends, je venais de dire que c'était un dégénéré, vous dites ah ouais, c'est l'État. Attends, non, on parle pas de la même chose. Moi, je parlais physiquement. Physiquement, l'État, la différence, c'est qu'au moins il est de gauche, quoi. Une tombola qui avait fait une dimension mignonne qu'ils ont pas, je trouve aussi. Polémique. Ah oui, c'est vrai qu'il a donné 1 million. Oui. Elon Musk a donné $1 million par jour à des gens pour qu'ils votent Trump. Qui étaient des gens qu'il avait déjà présélectionnés. Après, peuple de débile. Attendez, à un moment, faut le dire. C'est en fait, on peut acheter des voix comme ça aux États-Unis, genre. Peuple de débile. Il faut un minimum. On est d'accord que ça, en France, ça serait interdit. C'est de l'achat de voix, c'est illégal. Mais c'est même illégal là-bas, mais bon, le temps que. De toute façon, ça on s'en branle, quoi. De toute façon, il a la Cour suprême de son côté, donc bon. Surtout, en fait, ça reste ça, le monde de la richesse, qu'il faut pas oublier, c'est que quand t'es riche, t'as même plus peur des amendes. Ouais. Ça fait partie intégrante de ta stratégie.
Oui, en fait, tu dis bon, ça va me coûter 75 t'es millions. riche, tu demandes à ton avocat, j'ai le droit de faire ça, il dit ça se plaide. Voilà, il dit ça te coûtera tant de le faire, quoi. Ouais. Donald Trump a d'ailleurs indiqué cette semaine qu'il serait ravi de compter le patron de Tesla et SpaceX au sein de son administration. Ça va être un sacré couple. Bah, de toute façon, ça va nous donner de la matière. Hein. Oh là 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 là, c'est mal à matière. Ouais. Mais bon, je pense qu'on a fait un peu... Ça va, non? Ouais, bah ouais. Parce que c'est déjà long. Je pense qu'on est bien, là. Vas-y. Parce que c'est vrai que nous, on a quasiment pas parlé tout le long. Là, je pense qu'on a fait un bon résumé. Mais là, du c'est sujet, bien. De là. toute façon, c'est le moment où les gens ils se posent aussi des questions. Ouais. Et puis, bah, on suivra ce qui va se passer. Mais quoi. 2028, peut-être. Hein. Oh, bah, je pense que lui, en tout cas, il en rêve. Ça paraît évident. Ah, j'ai trop hâte des com YouTube, ça va. Danny, son t-shirt, on dirait Trump. Et les casquettes, on dirait des fans de Trump. Trump! La casquette, ça fait Trump! C'est bien, ça va faire monter l'album. T'as la casquette noire et dorée, c'est la même que Elon Musk quand il était en mode je suis un Dark Maga. Ah oui, Let's c'est vrai go. que Dark Maga, ça c'est incroyable. Dark Maga. Qu'il arrive et qu'il a dit je ne suis pas un Maga, je suis un Dark Maga. Oh, Bah toi t'es un Dark Zawa. Ah bah oui.